Bonjour à tous, merci d'être avec moi dans cette émission. Rendez-vous Action, Cash Clash, je pense qu'on peut... Voilà, magnifique, c'est Hugo qui a voulu faire un effet, il a eu raison, c'est plutôt pas mal. Voilà, très belle image en tout cas, merci là-haut. On va réaliser cette émission bien évidemment dans l'objectif de forecaster les indices français, européens, mais aussi américains et enfin choisir une action en particulier qui pourrait nous faire gagner beaucoup d'argent puisque l'objectif c'est soit d'être cash, en tout cas sur une action, soit de la clasher, hein, clairement. On peut parfaitement clasher des actions comme cacher d'autres actions. Non pas les cacher au sens les dissimuler, mais plutôt investir dessus. Les actions, c'est ce qui nous reste. Hein. Clairement, je vais vous dire, quand on voit l'état des marchés, surtout ce matin, où il y a eu absence totale de mouvement sur les marchés européens, en particulier les indices, même au Globex sur les US, ça ne bouge absolument pas. On regardera tout à l'heure, bien évidemment, le DAX, mais aussi le Bitcoin. On fera un petit tour côté Bitcoin pour voir comment lui évolue. En tout cas, c'est intéressant. On va montrer tout de suite mon écran, s'il te plaît, Hugo. D'ailleurs, je suis en train de m'apercevoir que j'ai un projecteur qui a tourné. C'est assez bizarre, je l'avais mis vers moi, mais j'ai un projet qui a tourné. Voilà, aujourd'hui, on va parler de l'Economic Policy Uncertainty. C'est véritablement un graphique qui va vous montrer l'incertitude politique. Et on sait effectivement dans le temps que cette incertitude politique fait bouger les indices boursiers internationaux. Et on voit qu'effectivement, c'est avec ce qui arrive aux États-Unis l'une des plus grosses crises politiques qui est amenée à remettre en cause absolument tout. Le génie financier de Donald Trump ne l'est point quand on voit ce qui est en train de se passer. Il l'avait été, fut un moment, néanmoins on voit bien les crises politiques, on parle de géopolitique mondiale et on voit effectivement la politique qui va pas bien du tout. Alors dans ce graphique, si on le regarde depuis maintenant 1997, on trouve d'abord l'Asie, je ne sais pas si vous vous souvenez, la crise financière asiatique en novembre 1998, incertitude complète sur les politiques économiques, on parle bien de politique économique et non pas des politiques de gouvernement. La politique économique en 98 en tout cas, qui avait fait monter à 141,9 effectivement l'indice d'incertitude. Si on passe rapidement la bulle de 2001, cette fois-ci c'est un peu plus, c'est 179,7, c'était la bulle Internet en 2001, je ne sais pas si vous vous souvenez, libertysurf.com, au féminin.com, enfin bref, il y avait plein de .com, ça venait d'arriver et boum, effectivement, juste derrière, vous voyez la correction, bien évidemment. Alors, ensuite, on parlera de ce qui a été marquant dans l'histoire, bien sûr, économique de 2008, la crise financière immobilière, les fameuses, effectivement, subprimes 2008. On monte à 205,90. Il faudrait qu'on marque un temps d'arrêt, si vous me le permettez, sur cette situation 2008 qui fait l'objet, encore une fois, dans les livres d'histoire des études économiques financières, de points d'orgue d'une crise phénoménale, bien évidemment, puisqu'on perd beaucoup d'argent en l'espace de quelques séances sur les marchés financiers qui break, les circuit breakers, en tout cas, qui s'arrêtent de tous les côtés. Mais ce qu'ont oublié de regarder les analystes ou pseudo-analystes, c'est tout ce qui vient après. Donald Trump arrive, 2016, il est décrié, on sait que sa politique choque, elle ne rentre pas dans une démagogie habituelle. Et c'est vrai que 2016, on monte très haut en termes d'incertitude politique financière, puisqu'on monte à 251,3 pour cet indice. Ça donnera quand même des marchés financiers qui continuent de grimper sans aucun problème, pas de problème, ça passe comme une lettre à la poste, sauf que pour le commun des mortels, il ne le voit pas, mais c'est quand même la genèse de quelque chose qui va nous péter au nez, et ça n'a pas loupé. Alors, est-ce que Trump en est responsable? Non, pas du tout. Le Covid-19. Et le Covid-19, c'est mai 2020, on monte là sur un indice qui va chercher 431
431,60. 431,60. Je vous rappelle que l'effet qui se coule de ce Covid-19, c'est une baisse de près de 45% des marchés financiers, des indices en particulier, une baisse phénoménale. On revient avec le quoi qu'il en coûte à quelque chose de tolérable. Mais là, maintenant, question, que va-t-il se passer ? Donald Trump est élu, il prend des décisions à tour de bras, celle de pénaliser tous les pays environnants avec lesquels il fait du deal et du business. Et actuellement, effectivement, ça ne se passe pas bien, les relations sont tendues. On le voit avec le Mexique, le Canada, Panama, le Groenland, bref. On est dans un indice qui monte cette fois-ci à 429,80, soit au moins 2 fois la crise de 2008, et soit effectivement à peine un point de décalage par rapport à la crise du Covid-19. J'espère que ce graphique vous aura fait sentir, bien évidemment, la situation dans laquelle nous nous trouvons. L'absence, en définitive, de mouvement est justifiée par ce type, effectivement, de graphique. On se retrouve actuellement dans une situation d'incertitude totale. Et souvenez-vous, les marchés aiment, bien évidemment, les crises. Ils adorent, les marchés adorent. Mais la crise est souvent faite par des incertitudes. Les marchés ont horreur de l'incertitude. Que ça aille bien ou que ça aille mal, les marchés s'en contentent. Mais quand on ne sait pas, et on en est au même stade que les marchés financiers, on a le cul entre deux chaises, et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. En gros, en synthèse et en conclusion, méfiez-vous, on ne sait pas quand, mais ça arrive. Et quoi ? Une grosse descente, même pas sûre. Une crise tellement profonde d'un point de vue financier qu'il faudra faire le grand reboot dont je parlais il y a quelques années. En tout cas, pour nous, investisseurs, le danger, bien évidemment, c'est d'être très long-termiste. En Espagne comme ailleurs, les réseaux fiscaux contrôlent à tour de bras pour récupérer un maximum d'argent. On en est là, on vide le cash et on repart sur un truc nouveau dans lequel il va falloir changer les mentalités. L'enrichissement ne voudra plus du tout avoir la même signification. Attention, en tout cas, à ce qui pourrait se produire. Souvenez-vous, quand vous êtes acheteur, soyez-le effectivement relativement court-termiste. Le danger, c'est effectivement le long-termiste. Soyez court-termiste et n'hésitez pas à sortir au moindre soubresaut. On est dans une période de crise, de danger, je vous le montre et je vous le démontre, je ne peux pas faire plus que ça. Ce que je veux vous dire aussi, bien évidemment, si vous êtes short, vous pouvez gagner énormément virtuellement, mais si vous ne pouvez pas sortir de la position, votre gain ne sert à rien. Méfiez-vous, bien sûr. Je vous rappelle à ce sujet qu'AutoTrade est capable d'entrer et de sortir en quelques millisecondes. Ça vaut peut-être le coup de s'y intéresser. J'ai vu des gens qui ont laissé des plumes hier sur les marchés. Je ne suis pas étonné. Short, c'est le danger. Long, un peu plus prudent. Le temps, c'est le risque. On passe tout de suite à l'analyse des indices. Transition là-haut. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, cette analyse, bien évidemment. Comment ça va, les Genius? Une win bar en tout cas pas terrible au moment où je vous parle. À peine 5 opérations, moins 40 balles. C'est pas fantastique. Je voudrais saluer Sébastien, Stéphane aussi, Patrick, Olivier, Stan, Thierry, Marc, Raphaël, Bruno, Jean-Marc et tous les autres, encore d'autres Raphaël, je les vois à l'écran. En tout cas, beaucoup de monde pour cette émission. Rendez-vous Action, Cash ou Clash. À vous aussi de voter. N'hésitez pas à intervenir, bien sûr, dans le chat aussi. On attaque tout de suite avec l'analyse du FDXM. Dans quelques secondes, vous verrez ce FDXM. En tout cas, c'est une émission qui change un peu, ce rendez-vous action. Je trouve très sincèrement qu'il est intéressant. Après, vous me direz ce qu'il en est, vous, de votre côté. On est toujours en période de rollover. Le contrat H qui deviendra bien évidemment le contrat M. Ne vous trompez pas. N'allez pas rester, si vous voyez qu'il n'y a pas de liquidité, pas de volatilité sur le contrat H, faites un tour côté M, bien évidemment aussi. C'est important d'avoir ces deux contrats. Je regarde rapidement sur le head of book, ouais, ça s'équivaut. On reste encore sur le contrat H aujourd'hui. Écran là-haut,
contrat H du FDXM, le contrat majeur en Europe, en tout cas pour donner les signaux des différents mouvements. On a commencé ce matin très tôt avec un 23 400, aux alentours de 23 400, on a un 23 370, après de tomber à 23 200. Ça veut dire ce que ça veut dire, les drawdowns sont ici, on est toujours dans la politique de sauver Willy, mais pour autant, je ne suis pas sûr qu'on continue à vouloir monter. Pourquoi, Luc, dis-tu ça? Simplement parce que dans ton graphique, tu as un miroir phénoménal qui te projette sur un carré à 22 468. Tu es très au-dessus de ton prix moyen et du POC inférieur. Attention, on en a quelques-uns. On pourrait se retrouver ce soir aux alentours de 23 000. On va le vérifier avec, bien évidemment, la partie des indices américains et des actions américaines. Je vais aller chercher le BTC. On va regarder contrat H sur le BTC, 83 615, ce BTC qui n'arrive pas à dépasser les plus hauts précédents. On est au 3e point de contact de votre trendline, il ne faut pas l'oublier ici. Le voilà, ce trendline, le 3e point de contact, on y est, point de pullback évident, retour sur le moyen à 83 437, le POC à 83 277. Ce qui est à noter en fait sur le BTC au moment où je vous parle, c'est le faible écart, donc faible volatilité pour le moment, correspond à une situation d'attente. On attend quoi? Je ne sais pas et je ne saurais pas vous le dire, mais ce qu'on attend risque effectivement d'enlever les soupapes ou les trappes de façon à faire tomber tout ce petit monde. On a quand même une verticale qui pourra emmener le BTC en fin de journée aux alentours de 82 200 points. On verra tout ça. Transition là-haut, s'il te plaît, Hugo. Le temps pour moi simplement d'aller chercher les valeurs européenne, si vous me le permettez ici, et on va pouvoir d'ores et déjà envoyer la partie effectivement des graphiques, s'il te plaît, Hugo. Voilà les graphiques des indices européens, en particulier avec le CAC 40, le FCE, le futur du CAC, à 8157 points, 8157 points. J'ai un petit moment de latence sur mon ordinateur, c'est pas grave, ça va revenir tout de suite. 8157 points, ça vole depuis ce matin, 8000 vers 8160, aux alentours de 8080, 8160, 80 points d'écart de drawdown. Est-ce qu'on peut imaginer vraiment que ça puisse continuer à monter? Oui, c'est possible, On peut aller chercher virtuellement 8200 points. Vous savez ce que j'en dis avec ce qui se passe sur les marchés futurs actuellement, qui deviennent des CFD, du fait de l'appropriation de ces indices futurs par peut-être des magouilles de prop firm ou même d'autres types de magouilles. On ne voit pas les mouvements réels sur ces indices futurs. On voit des mouvements un petit peu bluffants, bluffés, des mouvements complètement erratiques pour voir un CAC 40 se lever comme ça. Que se passe-t-il côté action? On va voir quelles sont les actions qui lèvent le CAC 40 aussi, de manière aussi importante. D'abord Schneider Electric avec 1,58%. C'est quand même pas ça qui va faire que le CAC 40 explose de 80 points. Téléperformance 1,33 et Hermès 1,27. Je vous rappelle que le luxe de son côté monte simplement par une récupération d'excès vendeurs. Celles qui descendent avec les tickets restaurants, Edenred qui descendent de 0,81%, Kering de 0,78% et enfin Eurofins de 0,68. Ne me demandez pas d'analyser le pourquoi, du comment ces valeurs montent ou descendent, je n'en sais rien. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir si, en particulier, Edenred va amplifier sa baisse ou plutôt l'inverser, remonter. Est-ce qu'Edenred est capable de monter? Non. Non, eh ben non. Clash Edenred, bien sûr. Clash avec une ligne de coup à 31,75. On descend sur le gap qui est juste ici avec cette magnifique forêt de top 31,42. C'est un clash, un small clash. C'est pas non plus un truc. Non. C'est vraiment une petite descente sur Edenred et ça continuera à descendre.
Kering, le luxe, ex-PPR qui descend à 0,69. Ce n'est pas une descente, c'est une descente tout nette, presque à la limite. Je vous rappelle qu'effectivement, Kering a des possibilités acheteuses aussi très intéressantes. Pourquoi? Parce qu'on a ouvert des gaps absolument monstrueux, la récupération de ces excès entre 228 et 252. Néanmoins, on le sait, un gap bullish est beaucoup plus compliqué à rattraper qu'un gap bearish, à retenir bien évidemment. Et puis surtout ce matin, aucune force, aucune volonté, aucune envie de progresser. Pour l'instant, c'est un petit clash quand même côté Kering. Hein. Ah bah clash, ah bah vous me direz dans le chat, pour moi c'est un clash. Eurofins, le labo, effectivement, qui descend ce matin de 0,70, c'est pas non plus la fin du truc, mais ça descend quand même et c'est notable, et il faut le dire. Alors est-ce que ça peut monter ou descendre? Ben là c'est pire je crois, parce que c'est une situation dans laquelle on se retrouve face à une énorme possibilité de descente. Regardez la hauteur de ces tops qui viendrait à donner l'objectif de baisse ici sur Eurofins. Regardez ce double top, la ligne de Cook est à 48,95, quelque chose comme ça, qui pourrait dire à Eurofins, on descend d'au moins, écoutez bien, 3 euros, d'au moins 3 euros, presque 10% de descente sur Eurofins, à attendre si jamais, et si seulement si, nous franchissions la barre des 48,95 précisément. Clash sur Eurofins. Celles qui descendent continueront de descendre. Pour celles qui montent, on a un reclassement avec Schneider qui monte à 1,55 ce matin. Alors, cash ou clash sur Schneider? On va regarder Schneider assez rapidement. On a ici Schneider, et Schneider, pour l'instant, pas de danger côté vendeur. Non, il n'y en a pas côté vendeur. Ce qui est très intéressant sur Schneider, c'est vraiment tous ces run, open, reversal. On a une flopée d'absence de cotation entre deux prix. C'est assez incroyable. Nous sommes à 238,40. Ne faites rien avant 240. Ne faites rien avant 240. 240 passé, vous rentrez léger sur l'opération, bien évidemment, et vous pourrez consolider à partir de 250 vers 260. Une belle possibilité, pas immédiate sur Schneider, entre 250 et 260. C'est un petit cash, un peu chouïa cash, un tout petit cash. Téléperformance qui monte ce matin à 1,41%. Téléperformance, c'est une valeur assez incroyable, hein, on ne sait pas expliquer. C'est vraiment un alien. C'est un UFO, le truc. C'est comme ça. Avec un Téléperformance qui essaye de se sortir de l'ornière, mais elle n'y arrive pas. Alors Luc, pourquoi tu parles comme ça de cette valeur? Parce que tu crois que ça monte. En fait, ça ne monte pas. D'abord parce que le ratio de variation par rapport à la veille est quasiment inexistant. Et puis, ce qui est important, c'est de voir la zone ici de trading range, à ne pas confondre avec un trading line acheteur. On est vraiment coincé dans un canal. On le voit ici, hein, au plus haut à 98. Alors, évidemment, le 100 balles qui est au-dessus aspirait tel un Dyson pour monter, mais c'est pas, ça n'y est pas parvenu. Et 95 balles, je veux dire, quand tu évolues comme ça sur 2,5 points ou 3, non. Hein. Et puis tu as quand même une verticale ici qui aspirerait Téléperformance vers 85 assez rapidement. On a mis quelques jours pour monter. On mettra quelques heures pour descendre. Méfiance, c'est clash sur Téléperformance. Enfin, pour finir, le côté européen, une surprise ce matin, 1,47% sur Hermès. Hermès qui doit sa progression exclusivement aux énormes fonds ultra capitalisés. C'est pas toi ni moi, hein, on le sait, hein, ça vaut quand même 2400 balles. Évidemment, 2400 balles. Et j'avoue, en étant sincère, que de passer ce matin de 2435 à 2480 est très étonnant. Est-ce que c'est stimulant ? J'avoue que là, j'ai plutôt l'envie de dire non. Pourquoi ? Parce que d'abord, elle coûte cher. Parce que sur Hermès, on a véritablement, oui, c'est vrai, un gap ici à récupérer qu'à partir de 2540. Donc, il n'y a rien à faire jusqu'à au moins 2540. Je vous rappelle qu'on se trouve à peu près à 60 euros de cette ligne de start qui devra breaker. Mais ce qu'il y a de beaucoup plus compliqué, c'est l'aspect effectivement de la variation des derniers prix. On est
sur un trendline côté vendeur et c'est pas facile. C'est pas facile. Par contre, tous les espoirs sont permis à Hermès si on passe de 1540 vers 2680. Transition là-haut pour vous dire que les indices européens continuent depuis maintenant quasiment 3 ans, c'est ça, 2 ans et demi, à monter de manière complètement incohérente. Hein, mais ils montent, il faut être correct et le dire clairement, ils montent. Pour sûrement mieux descendre, ça c'est certain. Ils montent parce que les annonces du général Macron ont plu aux investisseurs. Et surtout, ce qui a plu aux investisseurs, c'est de dire, ne t'inquiète pas, tout le crédit que tu porteras à l'armement pour une armée européenne beaucoup plus stable, beaucoup plus importante et ainsi de suite, ne passera pas dans la dette souveraine. Donc, dépense, garçon, dépense tout ce que tu veux. Tu as une carte illimitée, tu peux dépenser le pognon que tu veux. Bien sûr, ça pleut côté... il y a une pluie d'argent qui va tomber côté, bien évidemment, des sous-traitants de l'armement. Et ça permet de remonter, bien sûr, pas mal de choses. Mais là où moi, je m'interroge, et vous avez le droit de vous interroger aussi, c'est pourquoi le métal n'évolue pas plus clairement. Pourquoi les énergies n'évoluent pas plus clairement? Pourquoi ça ne va pas effectivement plus que ça? Pour l'instant, on n'a pas de fer de lance côté européen. Donc pour le moment, en tout cas, on va regarder ensemble. N'hésitez pas à voter dans le chat avec un cash ou un clash, me dire si vous êtes d'accord ou pas avec mon analyse. On y va pour le partage d'écran, s'il te plaît, Hugo. On revient côté du DAX à 23 356 en direction des 23 255. Il y a fort, effectivement, à parier que le marché, si jamais vraiment il va à 23 400, ce que je ne crois pas, ira chercher avec une très forte quasi-certitude du prix moyen de 318 vers le POC du 255. Pour moi, en tout cas, je ne vois pas d'autres possibilités que celle de revenir, de plier entre le moyen et le POC, et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se produire. Vous le voyez ici, 23 339. Janus voit de manière extrêmement bizarre un 2,63 vers un 2,41. Why not? Moi, je vois surtout un 316 vers un 252. Voilà ce que je vois. Côté du Bitcoin, on s'éloigne du moyen de son POC. On va revenir. Il va falloir attendre le 490 précisément pour voir le marché redescendre un petit peu. On pourrait être en fin de journée au POC inférieur à 182 100. On se fait les textes si vous le voulez bien. N'hésitez pas à dire cash ou clash sur le DAX et sur le Bitcoin. Moi, ce qui m'intéresse tout de suite maintenant, c'est Tesla. Tesla, avec lequel on avait d'ailleurs une possibilité de pump. Tesla, on va regarder si ça va se vérifier. On va regarder Nvidia. Je vous parlerai d'Nvidia demain, si vous me le permettez. Je vous parlerai d'Nvidia, en tout cas, pour essayer de comprendre ce qui se passe sur cette valeur qui était tellement plébiscitée et qui, aujourd'hui, n'est pas forcément très aimée. Amazon. Et enfin, pour finir, Apple, qui, lui, est véritablement dans une situation un peu particulière. On a des effets un peu bizarres sur les graphiques avec des mouvements qui essayent de pumper. La plupart du temps, ces grosses mèches que vous avez là, c'est du pump, ça c'est certain. On commence par Tesla. Et Tesla au pré-market, c'est pas génial, ça descend, c'est à 225,48 et pour l'instant, il n'y a aucune possibilité sur le graphique de remonter. Tesla qui continuerait à descendre. Clash pour Tesla. Nvidia, pareil, et Janus en plus, quelque part, se dit qu'il y aurait peut-être moyen quand même de l'acheter, la voir monter, Janus. L'intelligence artificielle avec laquelle nous travaillons voit Tesla remonter. Je ne suis pas complètement d'accord avec elle. Pour moi, en tout cas, on voit les différents niveaux qui forment un trendline plutôt côté vendeur. On descend sur Nvidia. C'est clash sur Nvidia. Enfin, sur Amazon, cette valeur que j'aime tant, mais qui pour l'instant ne me le rend pas, on pourrait monter. Ah oui, c'est un beau cash. Sur Amazon, on pourrait monter. Pour ça, il va falloir attendre les 193,94. Je répète, 193,94 et Amazon pourrait monter à 200 balles.
attention, Amazon ne sera pas capable de faire remonter le Nasdaq à elle seule. On sait qu'il y a moyen de remonter si on passe au-dessus de la marche précédente qui est à elle 200,00. Regardez Amazon qui pourrait être aidé par le prix moyen et le POC qui se rassemblerait pour jouer le rôle de support et remonter vers les 200 balles. Bon, c'est vrai que quelque part, c'est pas la fin du monde non plus. 200 balles, c'est pas non plus le bout du monde. C'est pas fabuleux. Et enfin, pour finir, le Apple, on appelle le Apple, avec des gros mouvements erratiques de marché absolument absurdes. Est-ce que ça va permettre de remonter ? Moi, ce qui me gêne, c'est l'absence de force. Il n'y a pas de force. Apple, il n'y a pas de force. Ça sera un clash côté Apple qui pourrait descendre en dessous des 200 balles dès cet après-midi. En tout cas, on va avoir une absence énorme de liquidité, de volatilité cet après-midi. Je le ressens comme ça. Et le Nasdaq risque d'en pâtir. Transition là-haut avant de faire les industriels. Ici, les industriels avec General Motors, General Electric, Bank of America et Wells Fargo pour voir quelques valeurs du dos quand même. Et on commence par General Motors. Et là, le danger est à son maximum. C'est un gros clash possible tout à l'heure sur General Motors. Écran, s'il vous plaît, là-haut. Gros clash possible tout à l'heure. Regardez ici la ligne de coup qui est asymétrique acheteuse qui peut passer vers 49 et faire tomber immédiatement General Motors à 48,77 et récupération du carré à 48,00. Danger sur General Motors. On va faire un tour sur une de mes préférées, General Electric, et vous voyez comme quoi ce que je vous dis se vérifie. Alors d'abord cet après-midi, ça sera de la descente, c'est un clash sur General Electric, mais un petit parce que je l'aime bien, mais on a atteint notre point maximum, on a atteint dans les 200 balles de capi boursière, de valorisation boursière, de prix estimé de l'action General Electric. On ne passera pas les 200 balles tout de suite et on va descendre vers 195. Elle est ni achetable, ni vendable. La seule chose, c'est que si vous en avez et que vous ne voulez pas accepter la redescente vers 195, il est peut-être temps justement de penser au clash de General Electric. La bancaire, Bank of America, qui essaye de survivre avec tous ces aléas. La bancaire Bank of America qui a un petit peu de mal, mais qui pourrait quand même s'en sortir, bien évidemment. Pourquoi ? Grâce, en 30 minutes, 8 et 30, à cette verticale ici, ligne de coup à 42, un peu plus haut pour ne pas plugger sur le POC, le Point of Control, qui est à 42,25 et qui pourrait aller chercher le 45. C'est un cash sur Bank of America. Je répète, un cash sur Bank of America. La bancaire qui pourrait bien s'en sortir cet après-midi. La même chose sur Wells Fargo. C'est possible, c'est possible. Wells Fargo, c'est pas mauvais. Alors, Janus la vend. Elle veut la vendre à 69,80. Moi, j'hésite un peu parce qu'on a deux possibilités sur Wells Fargo. La première, la récupération de la mèche qui est ici à partir de 71,52 vers 72,60 et enfin ici toute la verticale jusqu'à au moins 73,62. Ça pourrait être effectivement intéressant de regarder cette chose-là. Voilà, cet après-midi. La tech va descendre un peu, absence de volatilité, et l'Indus pourra effectivement hésiter beaucoup. Seules les financières pourraient monter, le reste en tout cas descendra. Transition là-haut, pour ce clap de fin de cette troisième rendez-vous action cash ou clash. N'hésitez pas maintenant à vous mettre dans le chat et à dire cash ou clash. Quelle est la valeur que vous avez préférée? Pour moi, pour l'instant, ça serait peut-être Bank of America qui aurait la faculté de monter assez rapidement. Merci à tous. Je vous souhaite à tous en tout cas un bon appétit. On se retrouve demain à la même heure. Take care, tchuss et enjoy. Ciao, bye bye.